Fondé par le père de la révolution angolaise, Agostinho Neto, en 1956, le mouvement pour la libération de l'Angola est le plus ancien, le plus à gauche et le plus structuré des trois mouvements d'indépendance. Appuyé par les éléments les plus radicaux du MFA au Portugal et par le Parti communiste de M. Álvaro Cunhal, c'était à l'annonce de l'indépendance de l'Angola le grand favori dans la course au pouvoir. Ce pouvoir populaire, le MPLA a voulu le conquérir dans les Musek, ces bidonvilles qui enserrent Luanda dans un étau de détresse humaine. Il a d'abord fallu en chasser le FNLA de M. Holden Roberto. Les affrontements ont fait 3000 morts et paradoxalement ce sont les Blancs, les Portugais qui empêchent aujourd'hui les Angolais de s'y entretuer. La population civile a souffert beaucoup plus que les forces armées, soit les Portugais, soit les mouvements de libération. Ça a surtout été les civils, parce que les armes qui ont été utilisées n'étaient absolument pas adaptées à une solution militaire. Elles ont surtout tué des civils. Kazeng est très peuplé, il y avait 300 000 personnes, et d'ailleurs vous voyez à quel point c'est peuplé, et évidemment des coups de feu ici, des armes lourdes ici sont absolument mortelles. Le contrôle des zones, le MPLA à Luanda ou à Cabinda, dans le nord le FNLA, le pays du café, l'UNITA dans le sud et au centre où se trouve la paysannerie et les grands élevages, marquent le clivage ethnique et idéologique véritable de l'Angola. Et la zone de Luanda est une zone où le MPLA a traditionnellement une implantation plus forte que les autres mouvements. Évidemment, dans certains quartiers, ça n'est pas autant le cas, étant donné que les populations peuvent venir de zones où le AFNLA ou l'UNITA ont un contrôle plus grand. Mais en général, on peut dire que du point de vue ethnique, le MPLA a la suprématie dans cette région, dans ces Musek, dans ces Luanda. Oui. Pour le MPLA, la bataille s'est donc jouée dans la capitale, dans la population des Musek. La doctrine marxiste classique du MPLA, qui rejette les caractéristiques régionales de l'Angola et de l'Afrique, y a vu, à tort ou à raison, le moteur de sa propre révolution. Les ouvriers, les populations, il n'y a pas meilleur endroit de les atteindre que là où ils habitent même. Et justement là, dans les Musek, nous avons créé des types d'organisations pour encadrer les populations de manière à leur faire participer directement à la vie politique et à leur expliquer ce qui arrive actuellement dans notre pays, la conjoncture politique que nous traversons. Dans les Musek, la formation politique commence très tôt. Les pionniers de 5 à 10 ans seront les soldats de demain. Il faut également former des cadres, insuffler l'esprit révolutionnaire, inculquer aux masses l'idée d'un socialisme triomphant. En Afrique, dans beaucoup de pays, on a vu ces rêves qui ne sont jamais devenus des réalités. On a vu des partis prendre le pouvoir sous une étiquette socialisante et puis créer de nouvelles castes, de nouveaux privilèges. Vous ne craignez pas que cela se produise en Angola? Je crois que je peux répondre au journaliste en lui disant que le déraillement d'un train n'a jamais empêché les autres habitants de continuer à prendre le train. L'action sociale, encore embryonnaire, faute de moyens, s'exprime par la création d'écoles primaires et de cliniques. Mais le dénuement est tel que ces tentatives ne représentent qu'une goutte d'eau dans la mer. Passé de 5 siècles de colonialisme à l'indépendance, former en un an des cadres politiques, mobiliser les masses, tel est le pari du MPLA. Il doit encore compter avec les 2 autres mouvements d'indépendance, également acharnés à conquérir le pouvoir en Angola. À la fin du mois de mai dernier, un coup d'État faisait vaciller l'Angola sur sa base. Des informations fragmentaires parvenaient à l'étranger. Une partie des dirigeants du MPLA, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, avait assassiné un grand nombre de militants
qui n'étaient pas dans la ligne, estimait-il. Une partie de l'armée avait tenté de renverser le régime. De violentes fusillades avaient été entendues dans plusieurs points stratégiques de Luanda, la capitale, mais depuis, le manteau du silence était retombé sur l'Angola. Or, ce soir, grâce à un document exclusif TF1, nous sommes en mesure de vous montrer les images de ce coup d'État et de faire le bilan de ce qui s'est passé. Luanda, capitale de l'Angola. Les 3/4 des 600 000 habitants de la ville vivent encore dans les mousseks, ces bidonvilles aux baraques de bois et de tôle. Depuis plus d'un an, ces hommes et ces femmes qui ont toujours soutenu le MPLA attendent encore que la révolution leur apporte tout ce que le colonialisme portugais leur avait refusé. Un an, c'est peu pour relever un pays ravagé par 15 ans de guerre et désorganisé par le départ de la quasi-totalité des 500 000 Portugais qui tenaient dans leurs mains toute l'économie du pays. À la tête d'une organisation fractionniste qui étend ses ramifications à tous les niveaux de l'appareil d'État et dans de nombreuses provinces, l'un des anciens chefs des maquis du MPLA, Nito Alves, s'efforce d'exploiter cette impatience. Chassé du comité central du MPLA, il tente le 27 mai 1977 de prendre le pouvoir à Luanda. Pendant la nuit, les soldats de la 9e brigade motorisée se sont révoltés. Disposant d'une douzaine de blindés, ils ont pris le contrôle de la radio et pendant quelques heures, ils appellent la population à se rassembler ici, devant les bâtiments de la radio, dans le but d'organiser ensuite une marche sur le palais présidentiel. Quelques centaines d'habitants des quartiers populaires, séduits par le radicalisme de la propagande nitiste, répondent seuls à leur mot d'ordre: la province ne bouge pas. En quelques heures, les forces loyalistes vont reprendre les choses en main et les manifestants se trouvent pris sous le feu croisé des soldats gouvernementaux qui encerclent la radio et des nitistes qui se replient. Vers midi, pour les soldats rebelles complètement isolés, c'est la débandade. Ils prenaient la direction du pays par la classe ouvrière seule. Alors ils sont contre l'unité nationale, parce que dans un pays sous-développé comme l'Angola, dans sa situation historique, c'est impossible de faire la phase de transition au socialisme sans l'unité nationale. Alors la ligne du mouvement, la ligne correcte, c'est qu'en même temps que la classe ouvrière dirige et se prépare pour diriger le pays, elle le fait avec toutes les couches de la population qui peuvent aider le pays à se reconstruire, à créer une base matérielle pour le socialisme. Les couches sont les paysans qui sont 80-100% de la population. Les paysans, les intellectuels révolutionnaires qui sont depuis le début de la lutte armée au MPLA et la petite bourgeoisie patriotique. Le lendemain du putsch manqué, les soldats loyalistes découvrent dans un ravin les corps des dirigeants et des militants qui avaient été enlevés par les nitistes à l'aube du 27. Tout ça, c'est le résultat de notre bonté, dit un soldat. Torturés pendant des heures, ils ont été mitraillés et brûlés dans des voitures. On retrouvera en tout une 50aine de corps, tous mutilés et calcinés, parmi eux quelques enfants.